Il a dirigé 3 ministères importants dans le gouvernement Lévesque, en plus de la fonction de vice-premier ministre. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Morin. Bonjour. En 81, aux élections générales de 81, un an après le référendum, vous vous représentez candidat dans Sauvé. Aviez-vous la même motivation? Je pense. D'abord, nous n'étions pas très contents d'avoir perdu le référendum. Nous allons montrer que nous avons été un bon gouvernement. Et c'était le leitmotiv, vous en souviendrez, c'était un bon gouvernement qui méritait d'être réélu. Nous avions devant nous une opposition très combative, qui était à ce moment-là sous la houlette de Claude Ryan. C'était un défi que de se faire élire, de sorte que nous avons obtenu une majorité de députés. Les membres du nouveau gouvernement, que j'ai le plaisir et je dois dire l'honneur aussi de vous présenter, seront d'abord celui qui a accepté de nouveau d'agir comme vice-premier ministre et également comme ministre d'État au développement culturel et scientifique, le député de Sauvé, M. Jacques-Yvan Morin. Cet éminent universitaire, il s'en souvient encore, est devenu tout de même, depuis 1973, un de nos hommes politiques, je crois, sans conteste, les plus respectés. Après avoir rempli, jusqu'en 1976, la charge écrasante de chef d'une toute petite opposition officielle, il a tenu ensuite, jusqu'à la toute fin de l'an dernier, la barre de ce ministère exigeant entre tous, celui de l'éducation. Après l'élection de 81, c'est le début des négociations constitutionnelles sur le rapatriement de la Constitution, qui s'est terminé, comme on le sait, par la nuit des longs couteaux, comme on l'a appelé. Vous, est-ce exact, M. Lévesque, vous avez envoyé en mission à Londres. Et si tel est le cas, c'était quelle mission précisément? Alors, c'est une mission qui se situe avant l'adoption du Canada Act par le Parlement britannique, puisque la Constitution canadienne, c'est une loi britannique. Et M. Lévesque m'a demandé, parce que je connaissais bien la société anglaise, j'ai fait des études en Angleterre, et je connaissais assez bien le Canada anglais aussi, que j'ai beaucoup fréquenté, au niveau universitaire, bien entendu. Il m'a demandé d'aller auprès du Parlement britannique, les deux chambres, les Lords, la Chambre haute et les députés de la Chambre basse aussi, pour plaider contre le rapatriement unilatéral. Et le rapatriement, je vous le rappelle, qui verrouillait le changement que le Québec pouvait souhaiter obtenir sur le plan constitutionnel. Alors, je suis allé à Londres, passer quelques jours. J'ai rencontré des lords. J'en connaissais un ou deux par l'International Law Association, dont je faisais partie. Et j'ai rencontré aussi des députés. Il y avait notamment un député du nom de Kershaw qui avait présidé un comité qui était fort hésitant sur la démarche d'Ottawa. Mais, vous savez, c'était sans espoir, parce que les moyens de pression du gouvernement fédéral sur Westminster, sur le gouvernement anglais aussi, étaient considérables. Et, je l'ai découvert, mais je m'en doutais, la Grande-Bretagne voulait se débarrasser de toutes ses responsabilités ex-coloniales ou coloniales. N'oublions pas aussi le contexte général. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la décolonisation qui a commencé son œuvre 15 ans plus tôt. C'est dans ce contexte-là que j'essaie de sauver les meubles. Mais sans trop d'illusions, parce que,
encore une fois, la Grande-Bretagne ne tenait plus à être responsable du monde entier. On m'a écouté quand même avec beaucoup de soin et même des gestes assez délicats à mon endroit, qui n'ont pas sauvé la mise, qui ne m'ont pas permis de revenir triomphant à Québec, mais on m'a offert la transcription de la comparution d'Augustin Norbert Morin en 1834, alors qu'il était allé défendre les 92 résolutions devant le Parlement britannique. Le même auditoire. Un document d'archives. C'est un document d'archives qu'on m'a donné. Oserais-je appeler ça aujourd'hui un prix de consolation? C'était presque ça, parce qu'évidemment, ni le premier ministre, ni moi-même, ni qui que ce soit ne s'attendait à ce que nous arrivions à arrêter la machine fédérale. Mais René Lévesque, avec raison, ne voulait pas qu'on pût dire que le gouvernement n'avait pas fait tout ce qui était possible de faire pour empêcher l'adoption du Canada Act. Monsieur le Président, il y a un argument du chef de l'opposition dans son intervention il y a quelques minutes que je ne puis vraiment pas laisser passer, parce qu'elle tend à nier toute l'évolution constitutionnelle de plus d'une centaine d'États depuis la dernière guerre. Il soutient en somme qu'il faudrait d'abord être souverain pour ensuite négocier une association. Il soutient qu'il faut divorcer pour ensuite se remarier, si j'ai bien compris. Or, Monsieur le Président, la réalité est tout autre. Je sais que ça ferait son affaire si on demandait aux Québécois de proclamer la souveraineté ou l'indépendance de façon unilatérale, parce qu'il sait bien qu'une question comme celle-là ne serait pas très populaire. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas notre projet. Le projet du gouvernement, c'est vraiment la souveraineté et l'association à la fois, dans un même geste, dans une même négociation. Ce que nous voulons, ce n'est pas, comme dit le chef de l'opposition, et ce n'est guère possible juridiquement, être à la fois dans et en dehors du fédéralisme. C'est mal poser la question, et je m'étonne un peu, puisque j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de fréquenter le chef de l'opposition dans des débats constitutionnels, je m'étonne d'entendre dans sa bouche des arguments comme ceux-là. En somme, le chef de l'opposition nierait toute l'évolution du Commonwealth depuis un demi-siècle et toute l'évolution des États devenus à la fois souverains et associés depuis 25 ans. Il nierait toute l'évolution de la décolonisation depuis 25 ans. Bon, les suites de ça, bien, vous les connaissez. Le Québec, encore aujourd'hui, ne reconnaît pas la légitimité de la loi de 82. Encore aujourd'hui. Il y a un problème non résolu, là. Hein? Et les gens qui, dans le monde entier, font du droit constitutionnel, étudient le fédéralisme, sont obligés de constater que là, il y a un gros problème non réglé, qu'il va bien falloir régler dans un sens ou dans l'autre, un jour ou l'autre. En dehors de cette mission à Londres, est-ce que vous avez participé à ces négociations constitutionnelles ou, si vous en avez été écarté, laissant la place à d'autres? Sûrement pas écarté, mais c'est exact que je ne faisais pas partie de la délégation québécoise à l'une des conférences constitutionnelles. Mais en revanche, l'année suivante, c'est moi qui suis allé seul avec le premier ministre. C'était une conférence constitutionnelle en 83, je crois, 1983. Au moment où les négociations avaient lieu, j'ai été consulté à titre personnel, mais surtout à cause de l'expérience britannique que j'avais. Pourquoi, quelle avait été l'attitude des Britanniques, pour quelles raisons, tout ça. J'avais emmagasiné pas mal de renseignements là, qui ont été utiles, j'espère en tout cas qu'ils l'ont été. Quelques mois plus tard, je ne sais pas s'il y avait un lien à faire, mais Marcel Léger, votre collègue, et vous étiez du nombre favorable à une aile du Parti québécois à Ottawa. Plus tard, on a assisté au Bloc québécois, mais à cette époque-là, qu'est-ce qui vous motivait à le faire? Effectivement, j'étais favorable, sans le crier sur les toits, mais j'étais favorable à la création du Bloc. Pour une raison très simple. C'est que si... Là, on est en 82 et non dans les années 90, là. Oui, c'est ça. On est avant 84, en tout cas. Oui.
Si on laisse le champ libre aux adversaires de la souveraineté, qui se font élire comme libéraux, conservateurs ou ce qu'on voudra, si on leur laisse le champ libre, ils vont dire c'est nous qui représentons le Québec. Pas le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, c'est un petit gouvernement local, régional. C'est nous qui parlons pour le Québec. Et nous, ben, la souveraineté, l'indépendance, on n'en a que faire. C'est ça qui se produisait d'ailleurs. Donc, la présence du Bloc permet de dire « Ah, attention, il y a là un problème non résolu. Mais nous sommes là, nous représentons le Québec et nous pouvons nous permettre de le faire fortement parce que nous sommes élus pour ça. » Vous voyez, encore aujourd'hui, je n'ai pas changé d'idée. Le Bloc est essentiel. Est-ce que c'était trop tôt en 82 pour le faire? Le Bloc? Oui. Non, non. J'ai été favorable depuis le début et je le suis encore aujourd'hui. Parce que quand ils posent des questions à Ottawa, ça a aussi de l'importance. Et c'est toujours en fonction des intérêts du Québec. Ils sont des représentants du Québec à Ottawa. Alors que quand on élit des gens des autres partis, on a affaire à des représentants d'Ottawa au Québec, ce qui n'est pas la même chose. En 82, M. Lévesque vous nomme ministre des Affaires intergouvernementales pour remplacer Claude Morin. Est-ce que ce n'était pas là un ministère que vous aimiez avoir depuis longtemps? Ça m'a toujours intéressé, les affaires internationales et aussi les questions constitutionnelles. Mais Claude Morin avait bien rempli son mandat et je pouvais de toute façon donner mon avis au Conseil des ministres. Me voilà tout à coup bombardé, ministre des Affaires intergouvernementales, dans une période un peu difficile. Ah oui. Puisque le rapatriement allait avoir lieu, puisque c'est de 82 à 84 que je suis aux affaires inter. Et la situation du Québec n'était pas joyeuse à ce moment-là. Nous venions de perdre le référendum et il s'agissait de faire savoir au monde entier que même si nous avions perdu le référendum, le Québec continuait d'exister puis de développer sa personnalité internationale. Pour le faire, bien, il fallait organiser un certain nombre de choses. Il fallait surtout organiser la présence du Québec à l'international. Les délégations, des choses semblables? Par exemple, elles existaient déjà, mais les renforcer, les coordonner systématiquement et surtout faire sortir le premier ministre, l'amener à l'étranger. Il n'y a jamais autant circulé que l'année 83, par exemple. Je l'amène littéralement, parce que c'est moi qui ai préparé ce voyage, je l'amène à Washington, au Congrès américain, pour rencontrer des sénateurs et des députés. Et c'est une journée de juillet 82, je pense, ou 83, je ne sais plus, qui est restée mémorable, à laquelle il a attaché beaucoup d'importance, parce qu'en dépit du référendum, nous affirmions notre existence et on nous recevait et on nous écoutait, savoir où le Québec s'en allait au lendemain du référendum. C'est ça qu'il fallait expliquer la situation du Québec, ce que l'évêque faisait admirablement, vous le pensez bien. De même, en 83, il a fait un voyage officiel en France et en Suisse, et un peu plus tard, en Italie et auprès du Saint-Siège. Vous voyez, une présence la plus dense possible, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et également, il fallait aussi être plus présent en Chine, parce que la Chine, à bien des égards, on percevait déjà à cette époque-là que c'était l'avenir. Et j'avais eu l'occasion, en tant que ministre de l'Éducation, de me rendre en Chine pour négocier les tout premiers accords d'échange de profs et d'étudiants avec les universités de Shanghai notamment. Des initiatives qui ont eu des suites et nous avons aujourd'hui 2 bureaux, 2 centres de documentation du Québec en Chine, à Beijing et à Shanghai. Et on en a eu 3 à un moment donné. Donc tout ça était fait pour
qu'on soit conscient à l'étranger que nous existions par nous-mêmes et qu'il y avait suffisamment de volonté du Québec de s'affirmer pour qu'on ne puisse pas ne pas en tenir compte. Voilà. Et cette affirmation de la présence du Québec, c'était là votre principal objectif en arrivant aux affaires? Tout à fait. Le gouvernement fédéral pouvait à l'étranger répandre l'idée que c'est fini, qu'il n'y a plus d'insatisfaction au Québec. Vous voyez, ils ont perdu le référendum et donc la souveraineté, c'est un souvenir du passé. Tentation légitime d'ailleurs de la part des fédéraux. Mais il fallait nous contrer cela en étant présents. Et si on ne pouvait pas être reçu par le gouvernement américain, on pouvait être reçu par le Congrès. Et c'est ce qui explique le voyage de l'évêque. De même, le voyage en France, où nous avons rencontré le premier ministre Mauroy et éventuellement aussi le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Le voyage aussi, alors celui-là, symboliquement très important, en Italie, auprès du président Pertini, président de la République, M. Pertini, et auprès du Saint-Siège. Et la visite au Saint-Siège, dont j'ai conservé quelques photographies, la visite au Saint-Siège a été pour l'évêque un moment assez extraordinaire. Les deux hommes se sont entendus remarquablement. Alors, pour moi, c'était évidemment des sources de grande satisfaction, parce que nous étions présents en dépit d'eux. La tâche des affaires au lendemain du référendum n'était pas toujours joyeuse, était même un petit peu ingrate, mais on pouvait se reprendre en étant présent, en affirmant ce que j'ai osé appeler dans des écrits universitaires la personnalité internationale du Québec. Il y avait encore de la mouvance constitutionnelle dans cette époque-là. Je ne sais pas si c'est sous votre gouverne ou sous celle de votre prédécesseur, mais le fameux droit de veto du Québec, est-ce que vous étiez favorable, vous, à troquer ce droit de veto pour un droit de retrait avec compensation financière? Attention, il ne s'agissait pas là de la Constitution. Le droit de veto du Québec sur la Constitution, c'est une question. Elle avait fait l'objet de débats depuis la formule Fulton-Favreau. Hein, c'est une vieille question. Là, il s'agissait des programmes à frais partagés. Vous savez que oui, dans la foulée du mouvement de centralisation de l'après-guerre, Ottawa lançait des programmes dits nationaux dans les domaines de compétences des provinces. Et au Canada anglais, ça passait souvent très bien parce que le Canada anglais était engagé dans ce qu'on pourrait appeler du nation building. Faire du Canada un pays souverain, puissant, bien organisé, bon, socialement juste et tout ça. Le Québec, évidemment, a beaucoup de difficultés à entrer dans ces programmes à fait partagés, parce que même s'il y a une contribution fédérale importante, il n'en reste pas moins que c'est Ottawa qui prétend imposer des standards dits nationaux. Et donc, le Québec est obligé d'entrer dans les politiques centralisatrices d'Ottawa. C'est ça où j'étais tout à fait prêt à renoncer, je n'étais pas le seul, tout à fait prêt à renoncer au droit de veto sur les programmes à frais partagés. Parce que ça permettait de dire au Canada anglais, faites donc ce que vous voulez faire. Donnez-vous un État-nation plus centralisé pour mieux résister aux États-Unis, affirmer la personnalité du Canada dans l'international. Tout à fait d'accord. Mais attention, vous allez nous accorder le droit de retrait. Avec compensation. Mais avec compensation financière, bien entendu. C'était ça l'idée. Donc, vous voyez, ce n'est pas un droit de veto sur les questions constitutionnelles, quoique nous avons longtemps prétendu le posséder, mais avec le Canada Act, ça n'est plus le cas, sauf pour certaines questions, où c'est vrai que chaque province, l'unanimité des provinces doit régner, donc le Québec est aussi protégé par un droit de veto. Mais on est de retour au début de mes préoccupations de 1964-65,
Si on donne un droit de veto au Québec, toutes les autres provinces l'ont aussi. Donc, on ne peut plus bouger. Hein? On peut plus... Parce qu'au Canada anglais, la tendance irrépressible, c'est la centralisation. Ils ont besoin de ça pour se donner une personnalité internationale et nationale aussi, bien sûr. Tandis que nous, ben, nous avons la nôtre propre. Nous avons nos préoccupations nationales et il nous faut donc les pouvoirs nécessaires pour les mettre en œuvre. On a dit de vous aux affaires intergouvernementales que vous aviez une préoccupation peut-être dominante pour les affaires commerciales plutôt que constitutionnelles. Est-ce que c'était exact? Les questions économiques pour un État comme le Québec sont essentielles, sont cruciales. Un Québec faible économiquement est une proie facile pour la centralisation fédérale, pour tous les projets fédéraux qui consistent à nous encercler et à absorber peu à peu toutes les compétences, surtout dans le domaine social, le domaine économique. Donc, l'économie, c'est crucial. Et bien sûr, je me préoccupais aussi au départ de constitution et de présence internationale, mais je ne voulais pas qu'on oublie les questions commerciales, particulièrement avec les États-Unis. Et donc, j'ai souvent conseillé au premier ministre à cette époque-là de beaucoup parler économie avec nos partenaires, avec les États-Unis, avec l'Europe aussi. Et je continue de penser que c'est crucial. En 82-83, crise budgétaire, crise économique pour le Québec, mais crise budgétaire du gouvernement. Oui. Vous réduisez pendant 3 mois le salaire des employés de l'État. Oui. Y avait-il moyen de faire autrement? En rétrospective, je me suis souvent posé cette question-là. Tant qu'il y avait des moyens, nous avions fait preuve de générosité. Le ministre des Finances, Jacques Parizeau, avait dispensé très largement, lorsque le besoin était réel et bien identifié, on obtenait l'argent. À l'éducation, j'en ai profité énormément. Pour les universités, pour, par exemple, la transformation de la chapelle du séminaire de Québec sur le campus de Laval en archives nationales. J'ai obtenu des montants considérables pour ça. Pour la transformation de la faculté de musique de l'Université de Montréal, encore là, des millions. Et ainsi de suite dans plusieurs dossiers, dont il y en a un en particulier, c'était le dossier des prêts-bourses. Les étudiants se plaignaient amèrement de ce que les prêts-bourses étaient insuffisants. Et j'avais obtenu d'un seul coup une augmentation, tenez-vous bien, de 50% des prêts-bourses. C'est énorme. Auprès du ministre des Finances. Mais attention, à ce moment-là, les finances étaient plutôt prospères. Il n'y avait pas de problème. Tout à coup, avec la crise de 81, le budget de l'État se trouve resserré. La crise économique entraîne la crise financière. C'est pas nouveau, puis on en vit encore aujourd'hui de ce problème-là. Alors, dans les circonstances, il fallait que le gouvernement prenne ses responsabilités. C'est pour ça que le ministre des Finances a obtenu l'appui du gouvernement. Et j'en étais. On ne pouvait pas faire autrement. En 83, je crois, lors d'une visite en France, vous dites que dans un Québec souverain, le citoyen québécois pourra avoir la nationalité française aussi. Est-ce que c'est exact et pour quelle raison? Il y a une légende urbaine, là. Ah, aussi? Oui, je pense que ce sont mes propos qui ont été interprétés probablement par quelqu'un qui n'a pas de notion de droit international ou de droit constitutionnel. Ce qui est exact, c'est qu'un Québec souverain aurait pu négocier avec la France des formalités pour faciliter l'octroi réciproque, mais attention à ceux qui le demandent, comme on peut le faire aujourd'hui. On peut demander la nationalité française, si on le veut. Bien sûr, il faut rencontrer les conditions. C'est le droit international qui dicte cette règle-là. Mais donc, c'est possible de faciliter les choses et de faire en sorte que les Québécois puissent circuler et travailler plus facilement en France et vice-versa. Mais ça n'est pas, il faut bien se comprendre, ça n'est pas automatique. Et généralisé. Et généralisé et donné à des gens qui, quelquefois, ne parlent même pas français. Ça n'a pas de sens, ça.
Donc, je sais que le Premier ministre avait même évoqué ses hésitations devant un projet de doctorat automatique. Il avait parfaitement raison. Pas plus aujourd'hui qu'autrefois, on ne peut songer à accorder automatiquement la nationalité réciproquement. Mais on pourrait, avec un Québec souverain, donc maître de sa nationalité, on pourrait faciliter les choses. Bon, dans le monde d'aujourd'hui, soyons tout de même heureux qu'il y ait une entente entre la France et le Québec pour faciliter la reconnaissance des acquis de formation dans les professions et les métiers. Ça, c'est en train de se faire. Je crois que pour l'instant, c'est très bien, parce que l'entente a été signée par le président Sarkozy et le premier ministre actuel du Québec, sans qu'il y ait de difficultés du côté d'Ottawa. Donc, la signature des ententes internationales, c'était aussi un de mes objectifs, qu'elle témoigne de la personnalité internationale du Québec et qu'elle se fasse de plus en plus facilement dans tous les domaines qui relèvent du Québec. Vous avez démissionné comme député et comme ministre en mars 1984. Quels étaient vos motifs? Est-ce que vous étiez là de faire de la politique? Il y a un élément de lassitude, oui. Ça faisait 11 ans de vie parlementaire et derrière ça, de longues années de militantisme dans le cadre des États généraux, de la formule fauteuil de Favreau et tout ce dont nous avons parlé. Donc, un élément, oui, de... Je ne sais pas si je dois parler de lassitude, mais en tout cas, je voulais passer à autre chose. Et pour être totalement franc, je voulais retourner à l'université avant de perdre tous mes réflexes universitaires. Parce que la vie politique a ses exigences qui ne sont pas toujours celles d'un universitaire. Et il y a des événements, cependant, qui m'ont peut-être un peu hâté. Il y avait une querelle qui s'était développée entre ministères, entre le mien et le commerce international. Qui était titulaire? C'était M. Landry qui était titulaire. Mais c'était davantage un différend entre les ministères et les deux cabinets. Alors, les deux cabinets ne pouvaient pas se voir. Et ça créait une ambiance délétère. Alors, je m'en suis ouvert au premier ministre et je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas venu dans la vie politique pour ce genre de querelle. Vous pourrez me relever de mes fonctions. Il voulait, je crois, fondre les deux ministères. Je l'avais au moins convaincu qu'une coordination était nécessaire. Mais il m'a demandé si je prendrais un autre ministère. Je ne l'ai pas laissé épiloguer longtemps sur cette question-là. Ma décision était en voie de formation. Et donc, ça ne faisait que confirmer ma décision de rentrer à l'université. Ce que j'ai fait. Est-ce que vous sentiez le début de la fin du PQ au pouvoir aussi à cette époque-là? Oh, vous savez, les états d'âme de l'époque, c'est un peu difficile de les recréer, de les imaginer. Non, personnellement, je ne sentais pas ça parce qu'en politique, tout est possible. Et du jour au lendemain, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, mais les choses prennent un tournant défavorable ou un tournant favorable. Ça dépend de 1000 facteurs. Non, je voyais bien que le premier ministre en avait le plein de dos avec la crise économique. La crise économique nous a beaucoup pesé, ça, j'en étais conscient. Mais de là à dire que le gouvernement jouait sa peau là-dedans, non, je ne percevais pas les choses comme ça. Ce sont des souvenirs intéressants, M. Morin. On continue la semaine prochaine. Ça me fait plaisir.